Imaginez que vos chansons préférées racontent en réalité des histoires atroces. Que ces morceaux parlent de viol, d'enlèvement, de meurtre et même de suicide sans que vous vous en doutiez. Pire encore, que ces musiques s'inspirent d'histoires vraies, parfois liées aux pires criminels. Aujourd'hui, on va parler de ces musiques cultes que tout le monde connaît, mais qui cachent les histoires les plus sombres. Accrochez-vous bien, parce que les histoires que vous allez entendre peuvent être réelles, choquantes et pour certains, insoutenables. Est-ce que vous avez une idée de quoi cette musique parle, juste avec les paroles? Si oui, soit vous connaissez déjà l'histoire, soit vous avez un don de voyance. Sinon, vous en faites pas, quand cette musique elle est sortie, personne l'a vraiment comprise. Pour remettre un peu de contexte, quand Polly sort en 91 dans l'album Nevermind, elle est tout de suite propulsée par le succès de l'album. Et c'est le fameux Kurt Cobain, chanteur et guitariste du groupe Nirvana, qui l'a écrite. Polly, elle se démarque tout de suite parce qu'elle est particulièrement douce à écouter, alors que Nirvana, eux, ils ont plutôt l'habitude de faire des sons très intenses, très crades. Voici un court exemple où je tente de ne pas me faire démonétiser ma vidéo. Vous entendez que Polly n'a rien à voir avec ce type de musique. D'ailleurs, moi, je l'aurais bien mise pendant un date. On peut se rouler des grosses pelles dessus sans être dérangé. Enfin, ça, c'est ce que je pensais avant de connaître l'histoire qu'elle raconte. Quand on écoute le refrain de Polly et qu'on lit les paroles, on n'est pas tout de suite choqué. Mais peut-être avez-vous déjà oublié les paroles que j'ai mises tout à l'heure. Je vous remets l'extrait. Là, vous avez bien le temps de vous concentrer sur les paroles, et ok, c'est bizarre, c'est crade. On parle de cordes pour se faire plaisir. Mais on commence à connaître Kurt, et on sait que choquer fait partie de son génie artistique, et que ses paroles sont très souvent engagées. Mais quand Polly sort, les plus grands fans du groupe se doutent quand même que Polly est vraiment différente. Pas juste à l'écoute, mais dans ce qu'elle raconte. L'écriture est beaucoup plus sombre. Et Kurt confirme ça dans une interview. Polly est une chanson d'amour. Une chanson très personnelle sur le viol. Je devais ça à mon ami. Je devais évacuer le traumatisme. La musique existait avant le texte et elle était tellement mélodique et accessible que j'ai pensé qu'il lui fallait des mots âpres pour atténuer sa beauté. On a été accusé de promouvoir ce qui lui est arrivé, alors que c'est tout le contraire. Merci Kurt. On comprend maintenant que dans Polly, il y a un message militant et féministe pour soutenir les femmes victimes de viol. Je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me tracasse toujours. Qui est Polly? Qui est-ce qui veut se faire plaisir? Et pourquoi on parle de cordes dans toute cette histoire? La réponse à toutes ces questions se trouve dans un journal, et notamment dans un journal local que Kurt a l'habitude de lire. Dedans, il prend connaissance d'un crime qui s'est passé récemment et ça l'a profondément touché. Il veut faire passer un message au monde entier. Il fait alors ce qu'il sait faire de mieux, écrire, pour ensuite en faire une musique. Polly, dans la vraie vie, c'est une adolescente de 14 ans. Un doux soir d'été, elle va à un concert de rock dans sa ville natale, Tacoma. C'est pas loin de Seattle. Le concert se passe trop bien et à la fin, elle rentre chez elle toute seule, à pied. Sur son chemin, elle croise une voiture et dedans, il y a Gerald Friend. Gerald Friend, il a 47 ans et il vient tout juste de sortir de 20 ans de prison. Il a passé presque la moitié de sa vie enfermé. Qu'est-ce qu'il a fait pour se manger une peine aussi gargantuesque? Il a enlevé et violé une petite fille de 2 ans. Sauf qu'à la base, le machin, il a pris 75 ans de prison, donc il aurait dû moisir et mourir entre les 4 murs de sa cellule. Mais la justice en a décidé autrement, puisqu'ils l'ont fait sortir pour bonne conduite qui implique tout de même 2 tentatives d'évasion. La justice. Autant vous dire que quand Polly croise son chemin, c'est pas son jour de chance. Et quand Gerald arrive au niveau de Polly dans sa voiture, il lui propose gentiment de la ramener chez elle. Polly, elle est pas débile et elle refuse. On monte pas dans la voiture d'un inconnu. Et c'est là que Gerald lui propose un petit peu moins gentiment de monter. Il dégaine un pistolet et il la pointe. Polly monte, Gerald l'emmène dans sa caravane en bord de route et c'est là que va commencer son cauchemar. Chez lui, il l'attache au plafond avec une poulie, il la viole, il la torture, il va même jusqu'à la brûler avec un chalumeau. Mais au bout de quelques heures, Polly, dans son malheur, elle a de la chance. Il y a eu un moment où Gerald est sorti de sa caravane et Polly, elle en a profité pour se détacher et sortir. À ce moment-là, elle est nue, elle est pieds nus, mais c'est son instinct de survie qui parle. Elle sait que si elle s'échappe pas maintenant, il va la tuer. Elle sort de la caravane, elle court comme elle a jamais couru dans sa vie et elle va sur la route. C'est là où elle croise une voiture.
et une voiture qui cette fois-ci allait la sauver. Dedans il y a un homme, il la récupère. Quand il voit Polly, il est terrifié par son état et il l'emmène direct au commissariat. Suite à ça, évidemment, Gerald il est jugé. On lui annonce que finalement il va finir sa première peine et qu'en plus, on lui rajoute 75 ans de prison, histoire qu'on soit sûr qu'il crève bien entre 4 murs. Après ce premier procès, Polly, elle s'arrête pas là. Elle porte plainte contre l'État. Pour elle, c'est de leur faute si elle s'est faite agresser. Et elle a raison, son agresseur n'avait même pas purgé un tiers de sa première peine. Voilà. Tout ça, c'est l'histoire que raconte Polly de Nirvana. C'est à la fois triste et très glauque, en sachant que tout ça aurait pu être évité si la justice avait bien fait son travail. Mais je vous ai pas encore tout dit sur cette musique. Il y a quelques détails qui pour moi la rendent inécoutable. Raconter une histoire de viol dans une musique, c'est déjà horrible. Mais la raconter du point de vue de l'agresseur, c'est encore pire. Et Kurt, ça, il l'a bien compris. Et c'est pour ça que la musique est racontée du point de vue de Gerald Friend, l'agresseur de Polly. Je sais pas vous, mais moi maintenant quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être complice. Mais c'est toujours pas fini, il y a encore pire que ça. Quand Polly sort et que Kurt explique sa démarche au monde entier, ça plaît pas à tout le monde. Notamment à 2 hommes. Peu de temps après la sortie de la musique, 2 hommes violent une jeune fille tout en lui chantant les paroles de Polly. D'ailleurs, il dira par la suite que ces mecs sont des gâchis de sperme et d'ovules, et je suis complètement d'accord avec lui. Je pense sincèrement que Polly, c'est la pire musique que je connaisse. En termes d'histoire, bien sûr, sinon elle est hyper agréable à écouter quand on comprend pas les paroles. Ce qui est important de retenir avec Polly, c'est que Kurt, il a voulu nous choquer, pour nous mettre face au problème des violences sexuelles faites aux femmes. C'est un problème, disons-le, qui est minimisé, et encore plus quand la musique elle est sortie en 91. D'ailleurs, il a écrit plein d'autres musiques sur ce thème, comme Rape Me, par exemple. Rape me, my friend. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner et mettre un petit j'aime. C'est hyper important pour moi, pour me soutenir dans mon travail, parce que évidemment je suis démonétisée par YouTube dans mes vidéos puisque je mets des petits extraits musicaux, et ça me permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Cette musique, vous l'avez certainement déjà entendue, et pour moi, c'est la meilleure d'Eminem. Elle a même fait naître un nouveau mot dans le dictionnaire, le verbe stan, c'est-à-dire être un fan extrême et obsessionnel d'une célébrité. C'est un mélange entre les mots stalker et fan. Et comme dans Polly Nirvana, Eminem, lui, dans Stan, il cache un message hyper sombre, mais aussi très important. La musique, elle retrace la vie de Stanley, qu'on appellera aussi Stan. Stan, c'est un immense fan d'Eminem, il est obsédé par lui. Stan est un Stan finalement. Sauf que très vite, il doit faire face à ses désillusions et ça dégénère complètement. Dans la musique, Stan, il a une chérie qui est enceinte. Il va être papa et la logique voudrait qu'il prenne soin de sa chérie. Non. Stan, il pense qu'à Eminem. Il change sa couleur de cheveux pour faire comme lui, il se tatoue comme lui, il a les murs de son sous-sol remplis de posters de lui, il va le voir en concert, il l'attend à la sortie des shows, et surtout, il lui écrit énormément de lettres dans lesquelles il se met dans tous ses états. Le plus grave dans tout ça, c'est que il embrouille sa meuf sans cesse, parce qu'elle comprend pas son obsession. Quelques mois plus tard, face à l'ignorance d'Eminem, Stan, il commence à vriller. Du coup, on le voit à nouveau se disputer avec sa chérie, sauf que là, c'est la fois de trop. Il écrit encore une lettre, mais cette fois-ci, elle est plus violente que les autres. Stan, il comprend pas pourquoi Eminem lui répond pas, et il lui explique sa colère. Il dit carrément qu'il se scarifie pour compenser la douleur de l'ignorance, et aussi accessoirement pour la petite montée d'adrénaline que ça peut lui faire. Il lui explique aussi que son obsession rend jalouse sa petite amie, et je la comprends. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Stan, il est complètement fou amoureux d'Eminem. Le soir même, Stan et sa petite amie, ils dorment. Mais sa chérie, elle trouve pas le sommeil. Du coup, elle se lève et elle va dans le sous-sol. Elle découvre sur le bureau une photo d'elle avec son mec, sauf que Stan, il l'a remplacé par Eminem. Là, vous pouvez pas me dire qu'il est pas amoureux de lui. Bien sûr, la chérie, elle est dévastée et pile à ce moment-là, Stan, il arrive. C'est le début de la fin. Il vrille complètement. Il l'emmène de force avec lui et il la met dans le coffre de la voiture, alors qu'elle est enceinte. Je ne recommande pas cette technique pour régler ses problèmes de couple. Ça finit forcément mal. En conduisant, Stan il enregistre ses derniers mots pour Eminem sur un magnétophone. Et c'est là aussi où il avoue qu'il a bu une bouteille de vodka et pris des médicaments. La suite, vous la devinez, il fonce dans la barrière du pont avec sa femme enceinte dans le coffre
et ils meurent tous. Tous les 3. Voilà, c'est ça l'histoire de Stan. Un fanatisme poussé à l'extrême jusqu'à s'autodétruire, mais aussi détruire la vie des autres. Mais ça met aussi en lumière des problèmes très présents dans notre société, comme la santé mentale et le fait que des personnes hyper fragiles peuvent facilement tomber dans des obsessions hyper destructrices. Il y a un peu une vibe ex-toxique dans tout ça. Heureusement, cette histoire, elle a jamais existé, elle reste quand même très glauque, et on aurait pu s'arrêter là. Mais non, l'être humain. Quel être fascinant et horrible. Comme pour Polly de Nirvana, certaines personnes se sont appropriées la musique et s'en sont servies dans la vraie vie. Et c'est ça, au final, qui rend vraiment Stan ignoble. Il y a un fan, ou plutôt un stan d'Eminem, qui a soit pas compris la musique Stan, soit qui fait tout pour emmerder Eminem. Ce mec, il s'appelle Matthew David Hughes, et il a réussi à rentrer dans la maison d'Eminem. Et non pas une fois, mais bien 2 fois. Police say 26-year-old Matthew David Hughes got inside the house after he threw a paving stone in the back kitchen window and crawled through the shattered opening. According to police, Eminem woke up from the noise and saw the intruder. We're told the rapper then engaged the man in a conversation before his personal security detained him and called police. Luckily, no one was hurt. La première fois, c'était en 2020, il a juste cassé une vitre. Et la deuxième fois, c'était encore plus simple. Il est entré par une porte qui était ouverte. Donc t'es là, tranquille, chez toi, il y a je sais pas combien de caméras de surveillance, de garde, des portails immenses, et tu tombes nez à nez avec un inconnu planté dans ton salon. Il a même pas eu besoin d'élaborer un plan à la Michael Scofield pour rentrer chez toi. Ça fait peur. Et quand c'est la deuxième fois que ça arrive, je pense que t'as juste envie de le checker et de lui dire « Félicitations, je vais virer tout le personnel qui est censé me protéger vu qu'il sert à rien ». Notre cher Mathieu, il a quand même avoué qu'il voulait tuer Eminem, donc mauvaise idée de le féliciter, de le checker. Et ces intrusions, elles sont pas sans conséquences parce qu'il s'est quand même pris 30 ans de prison. C'est pas très rentable de s'incruster quelques minutes chez Eminem. Là, on a eu un cas concret d'un stan dans la vraie vie. Il voulait pas se faire du mal à lui, mais en faire à son idole. Mais l'histoire de Stan dans la vraie vie, elle est pas finie. Il y a aussi eu des cas dans la vraie vie où des adolescents se sont fait du mal en citant directement Eminem. David Durcombe, c'est un ado de 17 ans. Il s'est malheureusement retiré la vie et dans sa lettre d'adieu, il avait écrit les paroles de la chanson Rock Bottom d'Eminem. Il y a aussi eu le cas de Kaylee Davis, une fillette de 13 ans qui s'est mutilée puis pendue. En fait, son père y trouvait qu'avant sa mort, elle était hyper obsédée par Eminem et après sa mort, il a lu son journal intime et dedans, il a retrouvé des textes et des dessins qui évoquaient son suicide en citant son rappeur préféré. Moi, il y a un peu une question qui me hante dans tout ça, c'est est-ce que Eminem il est responsable des actes de ses fans? Et surtout, est-ce que c'est condamnable? Il faut savoir que les parents des 2 adolescents, ils ont porté plainte contre Eminem. En tout cas, la justice, elle a tranché, Eminem, il n'est pas responsable, mais on peut quand même se poser la question. Pour moi, en tout cas, c'est pas de la faute des artistes, ces cas concrets, ils nous montrent juste à quel point des personnes vulnérables, elles peuvent s'approprier une œuvre pour pouvoir s'exprimer à leur tour, pour pouvoir exprimer leur souffrance. Si ça vous intéresse, Eminem, il a écrit plein d'autres musiques glauques, donc si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. Imaginez un album qui naît dans un contexte de suicide, de meurtre et de blasphème. Et en plus, c'est du métal. On est d'accord pour dire que c'est très cliché. D'ailleurs, j'ai l'habitude de contredire ce cliché, comme quoi le métal ce serait satanique, morbide. On a plein de contre-exemples. Malheureusement pour cette histoire, on va être en plein dans le cliché. On est en Norvège vers la fin des années 80. Là-bas, il y a un style de musique qui prend de plus en plus d'ampleur, le black metal. Ce style, il est très spécial. Il est plus extrême que tous les styles de métal qui existent. Au niveau de la musique, c'est beaucoup plus rapide, saturé, criard et surtout crade. Mais c'est volontaire. Au niveau esthétique, tout est fait pour faire référence à la mort. On se maquille en cadavre, on utilise des pseudos ultra sombres, les musiques elles parlent de mort, de satanisme, on rejette aussi complètement la religion et particulièrement le christianisme. En fait, le black metal, c'est pas juste de la musique, mais toute une idéologie. Et il y a un groupe qui est fasciné par cette idéologie et c'est Mayhem. Mayhem, c'est un des groupes les plus cultes du black metal. Ils ont popularisé ce style, mais ils l'ont aussi rendu tristement célèbre à cause de leur histoire autour de leur premier album. À la fin des années 80, Mayhem, ils ont une petite renommée dans les milieux hardcore, extrêmes, en Norvège, mais
ça s'arrête là. Maniac, qui est le chanteur, et Menheim, le batteur, ils commencent à en avoir marre de se taper tous les week-ends la tournée des bars satanistes. Donc ils décident de quitter le groupe pour avoir l'âme plus légère. Suite à leur départ, il reste plus que 2 personnes dans le groupe. Le guitariste Euronymous et le bassiste Necrobutcher. Mais eux, contrairement à leurs potes, ils se laissent pas abattre. Ils cherchent les prochains fous furieux qui voudraient intégrer leur groupe de fous furieux. Et ça marche parce qu'ils arrivent à recruter des nouveaux membres. Per Yngve Olin, qui se surnomme Dead, il rejoint donc joyeusement le groupe en tant que chanteur, et c'est pas plus mal qu'il ait choisi un petit surnom. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi il se fait surnommer Dead? Car ce mec est obsédé par la mort. Avant d'aller sur scène, il enterre ses vêtements près d'un cimetière pour que ses vêtements s'imprègnent de l'âme des morts. Il garde des carcasses d'animaux morts dans un sac pour sentir l'odeur de la mort avant de chanter. Il se mutile sur scène avec tout ce qu'il trouve, des bouts de verre, des couteaux de chasse. Ouais, c'est trop métal. Dead, il ira jusqu'à dire à un de ses potes: je me considère pas comme un humain, je me vois plutôt comme une créature d'un autre monde. Je ressens mon sang congelé dans mes veines, que je suis mort. Voilà pourquoi j'ai emprunté le nom de Dead. Je sais que je dois mourir. Vous l'aurez compris, ce mec a l'air d'avoir une superbe santé mentale. Cependant, on doit quand même à sa folie et lui le petit succès que commence à avoir Mayhem dans le milieu du black metal et le fait qu'il commence vraiment à se différencier des autres groupes parce qu'ils sont plus hardcore que les autres. Mais c'est pas sans conséquences. En 91, l'obsession de Dead pour la mort, ça finit par le rattraper. Il met fin à ses jours en s'ouvrant les veines et en se tirant une balle dans la tête. Son geste, personne l'a vu arriver. Il préparait le premier album avec le groupe, ils vivaient tous ensemble dans une maison, dans la campagne norvégienne. La personne qui a découvert son corps en premier, c'est Euronymous, le guitariste du groupe. Et la première chose qu'il fait en découvrant le corps de son pote qui gît dans son propre sang, c'est très surprenant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'appelle pas la police ou les secours. Lui, il court dans une boutique pas très loin pour aller acheter un appareil photo jetable. Oui, vous savez, ces petits appareils photo qu'on vous donnait quand vous étiez petit pour aller en vacances ou en colo. Eh bien, vous ne verrez plus jamais de la même manière ces petits appareils photo. Quand Euronymous revient à sa maison de campagne, il prend en photo le cadavre de Dead, qui est mort. Dead est mort. Et seulement après, il appelle les secours. Et là, les plus fous d'entre vous doivent se demander, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces photos? Eh bien, tout d'abord, elles vont beaucoup circuler dans le milieu du black metal. Et elles vont être, contre toute attente, très populaires. C'est dark, c'est dégueu, tout ce qu'ils aiment. Ça devient tellement culte que quelques années plus tard, ça sera la pochette d'un album non officiel, The Down of the Black Hearts. Sur la pochette, on voit clairement la tête de Dead qui dégouline, explosée par son tir. C'est une image choquante, mais encore une fois, c'est très culte dans la scène du black metal. Et je suis quasiment sûre que si Dead il avait vu ça de son vivant, il en aurait été très fier. Autour de cette mort horrible, disons-le, il y a plein de légendes qui se créent. La plus célèbre, c'est qu'Euronymous, il aurait récupéré des fragments du crâne de Dead pour en faire des colliers et les offrir à des artistes qu'il considère comme légitimes, c'est-à-dire pas des gros poseurs qui écoutent Bring Me the Horizon. Certaines personnes disent aussi qu'il aurait cuisiné un ragoût avec des morceaux du cerveau de Dead. Ça par contre c'est pas prouvé, c'est juste une légende. Quoi qu'il en soit, cet événement très morbide, c'est pas juste un choc dans la musique vers la fin des années 80. C'est surtout une belle opportunité pour Euronymous de renforcer l'image maléfique et mystique autour de son groupe. Bien évidemment, le reste du monde ne voit pas les choses comme ça et aux yeux du monde entier, ces gens-là ne sont plus humains. Après cet événement, ils sont vraiment vus comme des bêtes de foire où leur côté provoque et extrême prime sur leur musique. Suite au suicide de Dead, le bassiste Necrobutcher quitte le groupe. Mais il y a un gros problème. Le premier album, il est loin d'être terminé. Dead, il a posé sa voix que sur une musique et elle est même pas officielle. Comme ils ont plus de bassiste officiel, ils en cherchent un nouveau pour terminer cet album maudit. Et c'est encore notre fameux Euronymous qui va trouver la perle rare, Varg Vikernes, qu'on nomme aussi Count Grishnak. Il faut savoir qu'il n'est pas vraiment considéré comme un membre à part entière, qu'il est juste là pour dépanner sur ce premier album. Cependant, vous vous doutez bien que pour rejoindre un tel groupe, il suffit pas juste d'être un bon bassiste. Il faut coller complètement aux clichés crades et extrêmes de Mayhem. Et Varg, c'est la personne parfaite pour ça. Il brûle des églises, il est raciste, il est néo-nazi, et accessoirement, il vient d'un groupe de black metal. Avoir un mec aussi extrême, dans un groupe très extrême, c'est qui tout double. Soit tout le monde a les mêmes idées et ça se passe bien, soit il y avait divergence d'opinion et là, c'est la merde. Vous et moi, nous savons que les gens qui sont tout le temps d'accord, ça n'existe pas. Donc le drame arrive à petits pas. Varg, il reste fidèle à lui-même, il reste sur ses positions et il a des opinions très extrêmes. Et ça commence à déplaire à Euronymous, son recruteur. Pour remettre un peu de contexte, Euronymous, il est certes guitariste dans le groupe, mais il est aussi disquaire, il a son label
il brille, c'est le leader charismatique du groupe. Mais selon Varg, c'est pas trop ça. Euronymous, ce serait plutôt un gros manipulateur autoritaire qui se sert du groupe pour servir ses propres intérêts. Les deux là, ils ont un énorme ego, ils veulent pas discuter ensemble, donc forcément, il y a des tensions qui naissent entre eux. Et Varg, ça le fait devenir complètement parano. Il est persuadé qu'Euronymous, il lui veut du mal et qu'il veut le tuer en le torturant avant. Sauf que Varg, il se considère pas comme une victime et il se laisse pas faire. Donc un beau jour d'été en 93, Varg va chez Euronymous et il veut s'expliquer avec lui. S'expliquer avec un couteau. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, ils se disputent et Varg plante Euronymous de 23 coups de couteau, dont la plupart sont dans le dos et le cou, ce qui montre que Varg est un énorme lâche. Suite à ça, il se fait arrêter et il prend 21 ans de prison, c'est-à-dire la plus grosse peine possible en Norvège. D'ailleurs, au moment du verdict, il a souri comme un bon psycho qui se respecte. Donc là, on en est au stade où le chanteur de base, il est mort, le bassiste, il a tué le guitariste, et ce même bassiste est en prison. Mais ce premier album, il en est où? Et bah, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'album il est bel et bien enregistré entre 92 et 93, donc avant le meurtre, mais il sortira qu'en 94, après le meurtre. Ce qui est très macabre, c'est qu'on entend bien la guitare d'Euronymous qui est maintenant mort, et la basse de Varg, son meurtrier. Par contre, on n'entend pas la voix de Dead, le chanteur qui s'est suicidé, parce que comme je vous avais dit, il n'a pas eu le temps d'enregistrer de musique. Toutes ces histoires atroces vont faire du premier album de Mayhem un des albums les plus sombres et culte, du black metal, voire du metal tout court, voire de la musique tout court. The Mysteries d'Homme Satanas, c'est pas qu'un simple album, c'est le symbole d'un art où il n'y a plus de limite entre l'idéologie et la réalité. J'ai beaucoup réfléchi à ces trois histoires et le message qu'elles portent, parce qu'elles ont beaucoup de points communs, et j'en suis venue à me demander si souffrir c'était nécessaire pour créer, ou en tout cas pour créer des chefs-d'œuvre. On dit souvent que la souffrance c'est un moteur pour la créativité, l'inspiration, le dépassement de soi, que les plus belles œuvres qui existent sont nées dans le chaos émotionnel et mental des artistes. Et dans cette vidéo, vous avez quand même eu quelques exemples qui viennent confirmer cette idée. Du coup, c'est quoi votre avis sur la question? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous l'ai déjà dit, mais ça m'aide énormément dans mon travail. Il n'y a que comme ça que vous pouvez me soutenir. Et ça aide aussi à faire découvrir mes petites vidéos à d'autres personnes. Merci à toutes et à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.